Nous avions perdu la trace du loup. Le voilà aujourd'hui de retour. À nouveau, il foule notre territoire, suit les lignes de crête, traverse les plateaux et trouve refuge dans nos bois. Sa présence marque le retour d'une faune sauvage, autrefois chassée, aujourd'hui désireuse de retrouver ses territoires perdus. En Suisse, depuis une vingtaine d'années, l'être humain est témoin du retour d'un alter ego sauvage, imposant par sa présence renouvelée des questions d'ordre sociétal. Comment considérer le loup ? Comme une angoisse ou une réjouissance ? Comme l'arrivée d'un envahisseur ou les retrouvailles d'un vieil ami ? Sous nos yeux, c'est le tableau naturel de notre pays qui se redessine, loin des contours d'une nature contrôlée et sans prédateur que les siècles précédents s'étaient employés à dessiner. Au XXIe siècle, l'être humain se doit-il de faire une place au loup sur la toile qu'il peint ? Poursuivre l'idéal d'une cohabitation ou, au contraire, fermer la porte à Canis lupus ? Le retour du loup est lié à la notion de complexité, comme tant d'autres enjeux socio-environnementaux contemporains. Face à une infinité d'opinions, de croyances et de convictions, nulle réponse facile. Loin des catégories anti ou pro-loup, loin des étiquettes écologistes ou éleveurs, le retour du loup nous enjoint à adopter la posture du funambule. Sur un fil, happé par le vide et les réponses faciles et extrêmes. Le corps bousculé par des rafales de vent glacial, les yeux embués par un brouillard opaque. Avançons ensemble pour créer un monde durable. Le loup ne nous laisse pas insensibles, aucun d'entre nous. La relation que l'on tisse avec lui s'articule autour de la crainte ou de la fascination, parfois des deux. Mais connaissons-nous vraiment cet animal ? Loup, qui es-tu ? Le loup en Suisse, il était omniprésent jusqu'à il y a quelques siècles, qui était, ceci dit en passant, le mammifère le plus diffusé au monde, avant qu'il ait été exterminé. Donc il était diffusé, pas le plus fréquent, mais le plus diffusé. Il allait des régions polaires jusqu'aux régions désertiques. Le loup, c'est pas une espèce invasive, c'est une espèce indigène qui a été éliminée à la fin du 19e siècle et qui est revenue de façon spontanée, naturelle, quelques décennies plus tard. Il a commencé à décliner beaucoup au cours, disons, du 19e, du 18e, 19e. Ce déclin a quand même pas mal augmenté avec avec l'invention des armes à feu et avec l'utilisation de poisons aussi. Il a aussi souffert d'autres choses, notamment du fait que la situation écologique dans les Alpes s'était vachement détériorée. Et notamment, les Alpes étaient très déforestées et il y avait beaucoup moins d'ongulés sauvages, d'herbivores, qui sont les proies du loup. Et donc tout ça ensemble a fait en sorte que le loup a disparu rapidement. Après un peu moins d'un siècle d'absence, il a quand même recolonisé les Alpes, partir d'un noyau de petites populations qui n'avaient jamais disparu dans les Apennins italiens, donc au centre et au sud de l'Italie. Et tout à coup, une fois que l'espèce a été un peu mieux protégée légalement, les populations ont commencé à s'accroître et au fur et à mesure, elles ont recolonisé l'Italie en direction nord et ensuite elles sont arrivées dans les Alpes. Disons que essentiellement mes recherches sur le loup voulaient qu'on développe un système génétique non invasif pour pouvoir suivre, monitorer le retour du loup d'abord dans les Alpes et puis en expansion et son établissement
justement avec des approches génétiques non invasives, c'est-à-dire basées sur des échantillons qui sont récoltés sur le terrain. Le type génétique des loups qu'on retrouve aujourd'hui dans les Alpes dérive de ce noyau résiduel en Italie, prend origine essentiellement de ce noyau-là, donc il est, si vous voulez, identique à ces populations-là, et ces populations-là faisaient à l'époque partie d'un ensemble génétique de populations, disons, qui occupaient plus ou moins l'arc alpin dans le sens large du terme. La vision du loup populaire ou folklorique et aussi aujourd'hui comme ça, il y a une vision extrêmement fausse, je pense, qui a été influencée par effectivement des siècles de légendes, de folklore et de mythes, en le dépeignant comme un animal atroce. Le loup était là bien avant nous ici. Il n'y a pas de raison a priori pour que le loup n'ait pas une place, etc. Mais c'est sûr que les choses sont différentes qu'il y a 200 ans, qu'il y a 500 ans, qu'il y a 2000 ans. Et il faut peut-être adapter un peu, quoi. Ça c'est évident. On a beaucoup de croyances sur le loup, et notamment sur la protection. On imagine une protection des troupeaux par rapport à un loup imaginaire. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller voir comment se comporte le loup. Et on travaille sur les interactions entre les loups, les troupeaux et les protections qu'on a mis en place. Et ce qui m'a tout de suite passionné chez le loup, c'était la relation à l'homme, en fait. C'est pas le loup sauvage au Canada, mais c'était le loup en Europe et la relation, en fait, notamment avec les troupeaux. Et mon idée, c'était de me dire, mais qui est ce loup, en fait? Et quand j'ai commencé à travailler sur le loup, j'étais plutôt pro-loup. J'adore les loups, j'aime toujours les loups. Mais j'ai ma sensibilité qui a aussi évolué avec le temps, puisque je côtoie des éleveurs, surtout de brebis. Je vois les problèmes que ça peut poser. J'ai vu des éleveurs pleurer, j'ai vu des éleveurs en colère. Et automatiquement, ma sensibilité, elle a pris aussi un peu le côté des éleveurs. Et c'est pourquoi, dès le départ, j'ai jamais voulu prendre position en me disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la voie du milieu. C'est pas dire que je suis pour ou contre le loup. Je dis, le loup est là, je fais comment pour que les deux entités puissent cohabiter. Il faut aussi se mettre à la place des éleveurs et il faut que notre société aujourd'hui soutienne ces éleveurs. Si on veut du loup dans notre société, du lynx, de l'ours, de la nature d'une manière générale, il faut que notre société aussi soutienne notre agriculture. Quels sont les moyens pour les éleveurs de protéger le troupeau? Il y a plusieurs moyens. Donc, on a bien sûr les parcs de nuit, on a la présence d'un berger qui est là pour gérer l'herbage, gérer le troupeau, soigner le troupeau, mais aussi protéger le troupeau. Et puis on a les mesures de protection. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le chien de protection. Alors, pour tout ce qui est brebis, ça fonctionne quand même pas trop mal. Il y a quand même beaucoup de dommages, il faut quand même le reconnaître, mais ça fonctionne pas trop mal. On peut aussi tirer des loups. Le fait d'éliminer un individu fait aussi partie de la protection des troupeaux. C'est aussi un outil qu'on peut donner, que notre société donne aussi, pour protéger les troupeaux. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas tirer n'importe quel loup parce qu'on vit dans une structure familiale. Et puis si on déstabilise cette structure familiale, ça peut faire le contraire, ça peut augmenter les dommages. Maintenant, le loup arrive dans le Jura. Et le Jura, on est plutôt dans un système de bovins. Ce qu'on constate, c'est que les loups croisent souvent les bovins. Alors la question, c'est de savoir pourquoi tout d'un coup ils ont décidé d'attaquer un groupe de vaches mères ou de vaches allaitantes, puis essayer de s'en prendre un veau. Et ça on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la fréquence de rencontre avec les bovins, pour les loups, elle est énorme. Probablement beaucoup plus que la faune sauvage. Pourtant, ils attaquent peu les brebis par rapport à la fréquence de rencontre. C'est quand même conséquent, il y a quand même des attaques. Mais n'empêche que les loups pourraient s'attaquer beaucoup plus. Ils pourraient se spécialiser, ils ne le font pas. Mais ici, dans cette région ici, on voit que des fois des loups traversent un troupeau de génisses, ils passent à côté d'un troupeau de vaches, tout le monde s'en fout, quoi. Et ce qui est paradoxal, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a eu 2 fois des sangliers qui ont effrayé un groupe de veaux et 3 cerfs et une biche qui ont effrayé un groupe de vaches allaitantes. Et les bêtes étaient beaucoup plus paniquées que ce qu'on a vu sur l'attaque du loup. Aujourd'hui, toutes les études montrent que le loup attaque très rarement l'humain. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Le loup est une espèce sauvage et comme toute espèce sauvage, ça peut attaquer l'humain.
Mais les gens ont peur de ce risque-là. Mais pour répondre clairement, le loup n'est pas un problème pour l'humain. Le loup a toujours eu peur de l'humain. Et là, en Suisse, on a du loup maintenant depuis 1994-95. On n'a jamais eu une attaque, on n'a jamais eu un problème, quoi. En fait, le loup n'est pas un grand prédateur. Le loup, c'est un mésoprédateur, c'est un prédateur de taille moyenne. Alors, bien sûr, nous, on a supprimé les grands prédateurs chez nous, à quelque part. Un loup adulte, aujourd'hui, pour une femelle, c'est entre 20 et 30 kilos max, hein, parce qu'on a des loups de petite taille. Mais aujourd'hui, dans nos civilisations, on appelle ça des grands prédateurs. J'ai un collègue qui travaille sur des populations africaines qui sont des gardiens aussi de vaches, mais eux sont confrontés à des grands prédateurs qui sont le lion, par exemple. On est quand même confronté à une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on veut vivre avec la nature ou contre la nature? Parce qu'aujourd'hui on s'est un peu extrait de ce milieu et en fait on réalise qu'on fait partie de la nature, on est de la même essence que la nature. Et je pense que les prédateurs aujourd'hui, et notamment le retour du loup, vient questionner tout ça. Je pense sincèrement que le loup nous ressemble beaucoup et c'est pour ça qu'on a des conflits avec lui, que notre société a à peine accepté cet animal qui est un peu en liberté. Et je pense qu'il a cet effet miroir aussi pour nous et c'est aussi son rôle de nous questionner. Le loup qui arrive chez nous aujourd'hui, il n'est pas en train de nous montrer quelque chose. Nous montrer, peut-être qu'on se marche un peu sur la tête. Et moi, j'ai l'impression que le loup questionne tout ça. Donc j'espère que ça va faire évoluer les choses et puis qu'on pourra vivre en harmonie, sincèrement, cohabiter avec le loup, pas coexister, mais cohabiter avec lui. Le funambulisme est une manière de vivre. Sur un filin qui s'étend dans le lointain, nous sommes à la recherche d'un équilibre, d'un recul nécessaire à l'appréhension de la complexité du quotidien et des lendemains. La traversée se dresse alors en métaphore de la vie. La cohabitation implique le partage d'un territoire, la coexistence de plusieurs êtres dans un même espace. Grand voyageur, le loup trouve depuis quelques années refuge et subsistance dans le massif du Jura. Là, il rencontre des troupeaux de bovins, une relation animale peu étudiée et qui oblige les éleveurs à chercher, non sans anxiété, des moyens de protéger leurs troupeaux. Guy Imbert, agriculteur à Marchicy, éleveur de vaches allaitantes, donc c'est des vaches qui sont tout le temps avec leurs petits veaux, des vaches mères. Mon bétail monte à l'alpage ici à la Rion dessus du mois de juin jusqu'à fin septembre, début octobre. Pour moi, c'est un tout. Il y a le fait que je peux travailler proche de la nature. On décide de nos horaires, de ce qu'on fait. Ça, c'est des points pour moi qui ont parlé en faveur d'un retour sur la ferme. Et puis alors ici sur cet alpage, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai peut-être mis du temps à apprécier la juste valeur de cet alpage où on est un peu retiré du monde. C'est comme si le temps s'arrêtait un petit peu ici. On n'a peut-être pas la vue sur les Alpes, sur le lac. C'est un paysage du Jura qui est assez doux, hein, et puis avec les combes, les sapins. Et puis c'est comme si le temps est un petit peu suspendu. On a le son des cloches, voilà, c'est quelque chose. Oui, j'y suis attaché à cette région. Pour les animaux, il n'y a rien de mieux. Ils sont toute la journée, toute la nuit, tout le temps dehors. Donc c'est vraiment le paradis. D'avoir des veaux qui puissent naître à l'alpage, c'est quelque chose de super. Le bétail allaitant, c'est quand même une relation un petit peu différente que le bétail laitier, vu qu'on n'a pas le contact de la traite 2 fois par jour. Et les troupeaux allaitants, ils ont un esprit beaucoup plus de troupeaux, plus grégaire comme ça. Donc ils ont un peu leur propre dynamique que nous, on doit beaucoup plus essayer de travailler avec que de leur imposer notre façon de voir. Ce qui est assez attachant, c'est qu'on a des vaches qui vieillissent assez bien. Là, la plus vieille, elle a plus de 13 ans. Donc voilà, on s'y attache, on connaît un petit peu son caractère. C'est clair, on développe un lien affectif avec nos vaches.
Ça fait quand même un petit moment que le canton suppose qu'il y a la présence du loup. Et l'année passée, on a quand même déjà eu au mois de septembre un affolement du troupeau dû au loup, au passage de 2 loups. Et cette année, là, au mois de juillet, le 23 juillet au matin, il y a 4 loups qui ont attaqué le troupeau et ils s'en sont pris à un veau de plus de 6 mois. C'était un choc hein, quand j'ai reçu le téléphone. Voilà, ouais, c'est un coup à encaisser comme ça, même si on sait qu'il y a le loup, on s'est dit, ben voilà, tout ce qu'on nous a dit, toutes ces paroles rassurantes, voilà, qui se voulaient rassurantes, ben, elles tombent à l'eau. Heureusement, c'était une tentative d'attaque qui a pu être déjouée par l'effet du troupeau. Les mères ont contré les loups, elles ont fait bloc, elles les ont chassés, elles les ont poussés hors du pâturage. Donc ça, dans cet événement, c'est une bonne nouvelle de voir que l'effet du troupeau, en tout cas avec des vaches mères, ça fonctionne pour la défense. Après, il y a eu une attaque un mois plus tard sur le massif de la Dôle où il y avait aussi des vaches mères et là, le veau de 9 mois, il a quand même été prédaté et cette fois, ils ont tué cet animal. Donc on n'est pas à l'abri. On a une des toutes premières mesures qui a été mise en place, c'était des tirs d'effarouchement avec des pétards à moineaux. Ensuite, on a déplacé le troupeau, changé de parc et là, on a mis des filets à moutons pour couper la route en fait, des loups et puis les dévier sur un autre pâturage. Tout le monde évoque les chiens. C'est une mesure qui fonctionne bien avec les moutons. Simplement, d'introduire des chiens de protection dans un troupeau de vaches mères après une attaque, c'est pas possible. Ça, c'est un travail qui doit se faire avant et puis qui prend du temps. Donc la mesure qui finalement a été décidée, c'est une mesure test, c'est de faire un parc de nuit anti-intrusion. Le fil du bois, il faudrait qu'il soit à maximum 20 cm du sol pour éviter qu'il passe dessous. Après, ben, il en faut bien sûr 1 ou 2 pour éviter un passage au travers. Et puis 1,30 m pour éviter qu'il saute par-dessus. On a un énorme sentiment d'impuissance. Nous, on n'a rien demandé. Hein. Le loup, alors il est revenu tout seul. Ça fait partie de la nature et tout. Mais nous, maintenant, on est un peu laissé tout seul avec ce problème. Si on ose dire quelque chose, tous les gens disent « oh mais il n'y a qu'à faire ci, il suffit de ». C'est une contrainte supplémentaire de notre quotidien qui en compte déjà pas mal. Ce qui actuellement est un petit peu... Alors là on est dans un phase test, c'est exceptionnel, mais si on regarde le cadre légal aujourd'hui, tout le travail qu'on a fait, il n'est pas dédommagé. La Confédération paye uniquement le matériel, mais les éleveurs, ils peuvent passer 70 heures à monter des clôtures, c'est pas dédommagé. Personnellement, je suis assez conscient qu'on va pas... ça sert à rien non plus de demander une élimination totale, vu le nombre qui se promènent autour de nous. Si on enlève cette meute, il y en aura sûrement une suivante qui va se réinstaller dans quelques années. Comme toute cohabitation, je pense que des fois, quand il y en a un qui franchit un peu la ligne, on devrait pouvoir au moins avoir le droit de le remettre à sa place. Hein. Une certaine régulation, pour avoir une certaine cohabitation qui permette aux deux de vivre, hein, nous de continuer à pratiquer le pastoralisme. Parce que si vous regardez le pâturage ici, si tout d'un coup on subit des attaques à longueur d'année et puis qu'on décide par dépit de ne plus revenir à l'alpage avec notre bétail, en moins de 10 ans, vous n'avez plus de pâturage. Je pense que c'est un animal qui polarise beaucoup. Et puis pour moi, c'est un gros problème parce que cette polarisation fait qu'on n'arrive pas à avoir un discours objectif. C'est de trouver quelque chose de constructif où ceux qui se réjouissent du retour du loup puissent continuer à s'en réjouir et que nous, on puisse continuer à travailler puis à exploiter les pâturages sans avoir peur. Tous les matins, en me levant, je regarde avec appréhension mon attel, est-ce qu'il y a un message du berger, est-ce qu'il y a eu quelque chose cette nuit, etc. C'est plus vraiment une vie, quoi. Il faut trouver un moyen que ça puisse aller pour tout le monde.
Le funambule fait face à la peur, se saisit de l'inconnu et de l'imprévu. Conscient du vide qui l'entoure, il garde les yeux fixés sur un horizon qui lui semble prometteur et juste. À des éleveurs qui ont l'impression de porter le monde sur leurs épaules, seuls et fébriles sur un fil instable. Soyons les balanciers. Sur les versants ensoleillés de Derborance, la présence du loup est probable. La montagne est son territoire. Là-haut, les chiens deviennent de véritables alliés dans la protection du troupeau et atténuent le risque d'une attaque. En cela, le retour du loup redessine les contours du métier de berger. Une profession obligée de revoir sa partition pour y incorporer la présence d'une menace sauvage et presque invisible. Je suis Damien Jeannera, éleveur et berger. Et j'ai de la chance de vivre de ma passion puis de mon rêve, mon rêve de liberté. Voilà. Alors ici on a Derborance, dans un district franc fédéral, dans une réserve naturelle. Ça s'appelle Verrouet en fait, l'alpage. Et je passe mes journées avec mes 300 moutons, mes chiens, les chiens de protection, les chiens de conduite. Et puis ma famille qui vient quand même régulièrement ici en haut. C'est pas un travail en fait, moi c'est devenu comme une vie que tu suis avec les saisons et toutes les saisons sont bonnes maintenant. Là, en ce moment on a l'alpage, c'est vraiment l'endroit où tout le monde est en liberté. Et c'est le plus beau moment je pense que pour tous les bergers et puis pour tous les éleveurs parce que les animaux sont vraiment où ils doivent être à leur place en liberté. C'est clair que j'ai des moutons, des chiens, je vis cette vie de berger, mais c'est pas que pour ça, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Toute cette vie libre, et puis dans la nature. Je préfère prendre le risque pour les animaux et pour moi d'avoir cette liberté, et puis ma foi, je dois faire au mieux pour protéger ça. Et puis de voir toute cette famille bien à leur place. Je prends le risque et puis c'est important pour moi d'être ici à la montagne. C'est le plus beau moment pour tout le monde en fait. Il y a plein de risques en montagne. Le loup c'est une chose et de plus en plus c'est clair qu'on en a en Suisse. Et puis moi j'ai pris la décision de prendre des chiens des Abruzzes, de la région des Abruzzes, où il y a la plus forte concentration de loups en Europe. Puis que les bergers ont toujours travaillé avec ça. C'est pas le berger qui peut protéger des grands prédateurs, c'est eux. Un berger c'est fait pour faire pâturer ces animaux. C'est comme je fais avec mes chiens, là maintenant, de les amener ici. Mais c'est pas moi qui vais protéger pendant la nuit mes moutons. Qu'est-ce que tu veux faire avec une lampe et puis courir dans tout l'alpage? Quand tu as fait toute une journée de travail, puis tu as marché toute la journée, c'est pas possible, c'est eux qui doivent faire ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Je dois leur faire confiance à eux. Ces chiens, ils sont très malins, ils sont autonomes, c'est très près du sauvage, très près du loup. Ils ont déjà on les fait naître sans lampe, on les fait naître vraiment le plus près du sauvage pour que justement ils ont cet instinct, ils doivent d'instinct de meute, d'instinct de plus près, plus ils seront comme des loups, plus ils pourront se battre, se protéger des loups, tu vois. Ils sont tellement forts de caractère, de travail qu'ils vont faire ils ont la capacité de faire une différence. Puis c'est là-dessus qu'on doit jouer maintenant, c'est-à-dire de pouvoir créer des chiens qui adorent, on ne va pas dire qu'ils adorent les humains, mais qui sont très bien, qui comprennent la différence entre les randonneurs, ou l'humain et puis la prédation. Il faut aimer ça. Tu ne peux pas juste avoir des chiens en disant voilà, j'ai des chiens parce qu'il faut que je protège mon troupeau, il faut quand même t'investir là-dedans. Puis les comprendre et pourquoi ils réagissent, pourquoi ils se bagarrent. Puis je dois apprendre encore beaucoup, je sais ça, je suis un petit berger. Non, mais c'est vrai, il
il y a tellement à apprendre. Comme on n'a jamais vraiment appris à vivre avec ces prédations puis ces loups. Là, quand j'étais dans les Abruzzes, il y a 2 semaines, dans une zone comme ici, comme je vous expliquais, il y avait 80 loups. Et puis quand tu parles aux bergers, aux éleveurs, ils ont toujours dû vivre avec ça et puis il n'y a pas de question à se poser. Nous maintenant, on doit réapprendre à faire ça. Puis c'est vrai que ça fait tellement mal au cœur pour l'éleveur qui arrive sur son bétail puis qui voit tous ses moutons égorgés. Il va se dire, ben voilà, le loup, il est venu me tuer mon troupeau. Tu vois, c'est comme un voleur qui vient chez toi. Ça fait mal parce que ils ne peuvent pas contrôler ça. Voilà, on peut pas contrôler, on n'arrive pas à contrôler le loup. Et puis on peut s'en protéger, mais ils n'arrivent pas à faire le nécessaire pour éviter les gros dégâts, quoi. C'est ça. Ce chien qui a été recherché dans les Abruzzes, c'est pas de chasser le loup. C'est vraiment d'effrayer le loup et puis de montrer, de dire voilà, ici c'est pas ta place, c'est notre meute, c'est nous qui protégeons nos moutons, on aboie contre, et puis voilà. Maintenant, je pourrais pas dire que ce système fonctionne où il y a vraiment énormément de touristes, de promeneurs, de tout ce qu'il y a autour. Donc ça pourrait fonctionner, mais c'est encore plus de travail à mettre en place. Mais il faudra le faire dans l'avenir, parce que si on veut avoir tous les endroits qui sont protégés, il faudra trouver le moyen d'arriver à plus cohabiter avec la population qui accepte aussi cette façon de protéger. Moi, j'ai envie d'apprendre à mes enfants, qu'ils puissent apprendre à leurs enfants, que cette façon de faire fonctionne et puis qu'on peut vivre avec justement les prédateurs, entre guillemets prédateurs. C'est aussi nous qui avons accepté à venir avec nos troupeaux dans ces montagnes quand même. Je pourrais très bien rester un peu plus en plaine et puis utiliser des plus grandes surfaces, avoir moins de troupeaux, un plus petit troupeau, puis de ne pas devoir venir à la montagne et puis pas prendre ces risques. Moi, si j'ai pris le risque d'être ici, en plus où c'est le plus sauvage, je dois essayer de me munir, d'essayer de faire le maximum pour pouvoir protéger mon troupeau. Puis tant que ça fonctionne, tant mieux. Et puis si un jour j'ai vraiment une énorme cage, je vais me dire, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Est-ce que mon groupe de chiens n'a pas fonctionné, n'était pas en mouton, ou je ne sais pas moi, je les ai amenés dans un endroit où c'était trop risqué, il y avait un précipice, et puis voilà, les chiens n'étaient pas là au bon moment, ou bien j'aurais pas dû faire ça à ce moment-là, mais je vais essayer de me remettre un petit peu en question avant de tout de suite me dire, ah satané loup, il fait ça. Pour moi, par rapport au nombre de loups qu'il y a en ce moment, je pense pas que, avec les mesures que moi, donc avec ma meute que j'ai, ça va me causer trop de problèmes. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas des chiens et qui peuvent pas, ou bien qui ont des zones où c'est pas possible, ça va être un gros problème. Tant qu'il ne me cause pas de problème et puis tant que j'arrive à m'en sortir avec mes protections puis ma façon de faire, tant mieux. Tant mieux qu'il soit là. Pour moi, c'est un bel animal et tant que j'arrive justement avec mon système à le repousser, puis bien sûr que je peux avoir des dégâts et puis j'ai aussi des brebis qui sont plus faibles et des plus vieilles et puis je peux m'en faire voler, mais je veux pas des grosses cas, ça c'est sûr. Mais si j'arrive à vivre avec ça, puis si dans l'avenir ça fonctionne, pourquoi je devrais être contre le loup? La traversée du XXIe siècle nous obligera à communément surpasser divers enjeux socio-environnementaux. Notre relation avec la faune sauvage en est un parmi tant d'autres. En tant que philosophie morale, le funambulisme relie les choses vouées à être éloignées, les opinions destinées à s'affronter, pour rassembler par l'écoute et le dialogue. Là est la clé d'un monde commun. Le loup, animal à l'esthétique contemplée. Pister ses allées et venues, lire ses traces, réfléchir comme lui, puis attendre à l'affût. La photographie est l'espérance d'une rencontre, l'ardente envie de plonger son objectif dans le regard de l'autre. En contemplant un loup,
Ne voyons-nous pas une part de nous-mêmes? En écoutant son chant hurlant, n'entendons-nous pas un écho à notre propre voix? Je m'appelle Julien Régamet, je suis photographe animalier. Et le but, c'est de parcourir un peu les pays du monde à la recherche de bêtes sauvages pour pouvoir rentrer un peu dans leur intimité et puis surtout faire un reportage qui va démystifier ces animaux et bien en parler justement. Et un petit peu mettre de l'émotion dans tout ça. Et actuellement, je travaille sur le loup, sur le Jura vaudois, qui est un gros sujet justement sur tout ça, et relativement compliqué, mais on avance à grands pas. La nature, c'est un gros échappatoire pour moi. J'aime bien me retrouver avec moi-même, et puis d'être dans cette intimité du monde sauvage, que ça soit la sortie de la loge d'une chouette Tegman qui sort et puis qui vous regarde juste avant la tombée de la nuit, qui est juste extraordinaire, ou une rencontre d'Arnard qui mulotte tranquillement dans un champ. Ça, c'est déjà magnifique. Puis avoir la chance de pouvoir passer un moment d'intimité avec, comme on dit, les grands prédateurs chez nous, loup et lynx, je trouve que c'est une chance inouïe. Je pense que c'est une rencontre où j'ai pas vu le loup, mais qui a été très très forte et même plus forte. J'étais sur les plateaux d'Anatolie en Turquie, au milieu de nulle part. À 2000 mètres d'altitude, pendant des semaines, je faisais tout un suivi sur les vipères, les serpents turcs. Et un coup, on est vraiment paumé au milieu de nulle part et je suis dans ma tente, la nuit tombe. Et tout d'un coup, il y a un loup qui s'est mis à hurler, à quelques mètres. Et puis il y en a un autre sur la colline, sur la montagne en face, qui a répondu. Et puis il n'y a personne dans cette vallée, et puis dans la vallée ça résonnait. Et vous avez les poils des bras qui s'hérissent, et c'était. Je pense que là ça m'a encore plus donné envie de découvrir cet animal dans son intimité. Encore dernièrement, là où on est, rencontrer un loup qui m'est arrivé de temps en temps. Je suis en train de faire mes images, je tremble comme un gamin, j'ai les poils qui s'hérissent, j'ai ma voix qui s'accélère comme une première fois, quoi. Je sais pas, moi, c'est un truc qui est tellement extraordinaire. Le truc, c'est que je me mets tellement une grande pression à me dire, voilà, je veux cette rencontre, je veux la rencontre que peut-être tout le monde n'aura pas. Et c'est ça qui me fait me lever le matin, vraiment. On est sur le Jura vaudois. Je reste large, on est entre Valorbe et la Dôle. C'est des secteurs qui sont encore très sauvages. Mais tout le Jura ou toute la nature sauvage qu'on a chez nous en Suisse, c'est toujours très arpenté par la population, par les gens qui vont se promener le week-end ou le mercredi après-midi, ou les gens en vacances. Donc ça reste très accessible à beaucoup de gens. Mais ce monde sauvage est assez incroyable ici parce que c'est la deuxième année qu'on a de la reproduction sur les loups. Donc on a des loups qui se sont établis sur le Jura vaudois. Et là, il y a eu des louveteaux cette année, il y a eu 5 louveteaux. Vous avez pu le voir déjà dans la presse. Ils se portent bien d'ailleurs. On a vraiment la chance qu'il y a eu très peu de dérangements et puis ils peuvent vraiment aller du bon sens. Et c'est l'avantage que le Jura il a, c'est qu'il retrouve un peu son côté vraiment sauvage que certains autres endroits dans les Alpes ont retrouvé il y a pas mal d'années en avance. Parce qu'ici, il n'y avait pas vraiment de données vraiment concrètes. Il y avait certains individus qui passaient, mais qui ne s'arrêtaient pas. Il ne faut pas oublier que le Jura, c'est un couloir de passage pour le loup. Et vous prenez un loup, comme je disais, dans les steppes de la Russie, il avait parcouru plus de 4000 km pour aller chercher d'autres individus. Donc imaginez, ici, vous tirez un trait de 4000 km et regardez jusqu'où l'animal il peut aller. C'est assez incroyable pour trouver d'autres individus, pour pouvoir refaire une autre meute. Là, la meute, elle n'est pas grande, il y a 1 ou 2 individus. Mais on a juste la chance que c'est la 2e année consécutive qui sont bien ici, qui ne sont pas trop dérangés, mais ils ne sont pas là toute l'année. Donc ils se baladent sur des grandes distances. Et je dis entre Valorbe et la Dôle parce qu'un individu qui est dans le secteur-là, il peut être à Valorbe ou à la Dôle demain. Donc au final, il va parcourir plus d'une centaine de kilomètres facilement pour aller chercher à manger et puis retrouver ses congénères.
Il n'y a que sur la période justement de reproduction où c'est très vulnérable parce qu'ils vont être un peu plus centralisés sur un secteur plus restreint. Et c'est juste la chose qui est un peu compliquée sur notre Jura, c'est qu'il y a du monde partout. Et puis tout le monde est friand de la bonne info pour pouvoir essayer d'avoir la chance de voir le loup. Au jour d'aujourd'hui, donner un décret pour tuer du loup, c'est bête. Parce qu'au final, comme je disais, si d'un coup vous tuez le mâle alpha d'une meute, ça va disloquer la meute. Alors on dira, cool, ils sont partis. Mais oui, l'agriculteur qui est là, il n'a plus de problème. Par contre, les 10 autres agriculteurs qui auront chacun un loup qui n'a pas ses habitudes, qui n'est pas ancré à cet endroit-là, qui n'a pas ses terrains de chasse, ben, il va devoir se réhabituer, il va voir des moutons. Donc ça va être un opportuniste. C'est le problème qui est perpétuel. Donc au final, c'est pas en agissant comme ça, de tirer n'importe quel individu sans qu'il aille créer de dégâts qui vont donner un message positif au loup. Comment vous voulez faire comprendre à un loup que vous avez tué l'autre, qui ne peut pas revenir, le lendemain il revient et il est obligé de bouffer. Hein. Il va manger entre 5 à 10 kilos de viande par jour. Le seul moyen de lui passer un message, c'est de lui donner une mauvaise expérience régulière. Au final, là, si on fait justement des tirs d'effarouchement pour éviter que les animaux soient trop près, et puis s'il y a une attaque, faire ça, passer un message positif à l'animal, enfin négatif si on veut, pour qu'il se dise « je ne reviens plus là ». Et puis après, il va associer les vaches et l'endroit à cette chose négative. Donc, il va changer ses habitudes. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus intelligent que de tuer un loup qui va créer plein d'autres problèmes. On ne peut pas en vouloir aux gens de penser comme ça. C'est tout le monde qui a fait que les gens pensent comme ça. Donc le but, c'est de démystifier tout ça. Et c'est clair qu'il y a plus de 100 ans, il y avait des loups chez nous, mais ils ont été éradiqués jusqu'au dernier. Ils ont été tous abattus. Et au final, maintenant, ils sont revenus de tout seuls, d'eux-mêmes. Ils sont revenus de plein d'endroits. Et puis le Jura, c'est un couloir de passage. Et puis c'est clair que le Jura, il offre au jour d'aujourd'hui, maintenant, suffisamment de gibier pour accueillir le loup, le lynx, puis les chasseurs. Tout le monde a sa place, autant un chasseur que le loup et le lynx. Et je pense que le but, c'est de... Et puis surtout, les éleveurs, on entend les vaches derrière, il y a des éleveurs qui sont là, soit avec des moutons, soit avec des bovins, et eux, ils ont leur place, ils étaient là aussi, ils diront on était là avant le loup, mais non, il était là il y a plus de 100 ans, et il est revenu tout seul, sans notre aide. Donc le but, c'est que tout fonctionne pour tout le monde, à mon avis. Mais il a sa place chez nous. Les forêts sont bien assez grandes, du gibier, il y en a bien assez. Mais c'est surtout changer ses idées préconçues. On ne peut pas changer les gens, mais on peut les aider à penser. Animal sauvage, libre et prédateur, le loup fait un retour remarqué sur la toile naturelle de notre pays. Il bouleverse nos certitudes, trouble notre savoir-faire et impose un questionnement sur nous-mêmes. Être humain, dans notre relation à la nature. Si hier, la relation homme-loup était une lutte, peut-elle aujourd'hui être une cohabitation ? L'immensité d'une telle question trouvera réponse dans l'écoute et le dialogue, dans l'entraide et le soutien, dans la déconstruction des a priori culturellement construits, dans la coordination du savoir des scientifiques et des éleveurs, dans la recherche conjointe de solutions préalables au tir létal, dans une représentation nouvelle de la nature, dans l'adoption d'une posture de funambule. Vous qui venez de faire la rencontre de personnes qui entretiennent une relation intime avec le loup, réfléchissez à la relation que vous entretenez avec cet animal. Pour vous, le loup et moi, c'est quoi ? C'est là le premier pas sur le fil.